Angela. Là, on va essayer de faire la présentation en position assise, ce qui est franchement un défi pour moi. Je ne sais pas si je vais tenir pendant les 20 minutes, ça se peut que je me lève. On va partager le micro. Si jamais il y a un souci par rapport à l'écoute, vous levez la main, s'il vous plaît. Ça marche? On est très contents, en fait. Merci aux deux présentateurs précédents d'avoir mis la table sur certains éléments qu'on veut porter à votre réflexion. Avant de commencer, peut-être juste souligner qu'on a fait la présentation avec d'autres collègues qui, malheureusement, ne sont pas là aujourd'hui pour le symposium. Donc, Paul Morin, qui est professeur et directeur de l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, Mélissa Saint-Cyr-Morin, candidate à la maîtrise auxiliaire de recherche aussi, et Nicolas Aubé-Langteau, qui est expert de vécu et usager-entraîneur, comme Daniel. Dont l'œuvre qui est affichée, qui est de lui. C'est ça. On a décidé de ponctuer notre présentation par la création de Nicolas, qui est, à notre avis, très belle et quand même assez représentative dans les couleurs. Bref, on pourra en faire l'interprétation si on a le temps à la fin. On parle, en fait, à partir d'une expérience, ce n'est pas une recherche qu'on a menée, c'est des projets pédagogiques qu'on développe depuis 2015 à l'École de travail social qui visent à impliquer les usagers, les proches, dans la formation auprès des étudiants, là, futurs travailleurs sociaux, principalement dans la formation initiale, mais de plus en plus dans la formation là, de cycle supérieur. Et les constats qu'on veut soulever originent en fait là, de ces projets-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Je pense que notre intention, c'est plutôt de raviver des questions qu'on devrait tous se poser dans l'intervention. On a préparé la présentation en 3 questions phares. Est-ce que la relation dans relation d'aide est en voie de disparition? Peut-on former de futurs travailleurs sociaux à l'exercice de la rencontre? Et entre protection et émancipation, est-ce qu'il n'y aurait pas une recherche d'équilibre dans la posture professionnelle? Donc, c'est les 3 questions qui vont nous servir de guide. Évidemment qu'on fait les liens plus principalement avec la formation des futurs travailleurs sociaux, mais notre souhait, c'est que ça puisse faire écho aussi. Peu importe le chapeau, on n'a pas fait l'exercice à venir jusqu'à maintenant. Je n'ai aucune idée des gens qui sont dans la salle. Je ne sais pas le chapeau que vous avez. Est-ce que vous êtes des étudiants, des citoyens, des professeurs, des formateurs, des enseignants, des professionnels? Il y a probablement de tout ça dans la salle. Donc, notre souhait, c'est que les réflexions, en fait, puissent se transposer. Peu importe là, le chapeau principal que vous adoptez, sachant qu'on en a tous plusieurs. Donc, il y a peut-être les éléments que vous allez trouver évidents, mais nous, on considère qu'ils sont excessivement complexes et que ça vaut la peine là, de s'y pencher là, de façon plus importante. La relation, est-ce qu'elle est en voie de disparition? On sait qu'effectivement, l'aspect relationnel, c'est quelque chose qui est excessivement important dans l'intervention au niveau du travail social. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un écart finalement entre le discours, entre l'importance qu'on donne à la relation et l'espace, le temps qu'on lui accorde là, dans la relation entre professionnels et usagers. Et dans nos expériences de formation, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est tout à fait nécessaire de revenir à ces principes-là et de retaper sur le clou, si je peux utiliser cette expression-là, de retaper sur l'idée qu'il y a des principes de base et qu'on ne peut pas intervenir sans mettre de l'énergie à développer minimalement une relation avec les autres. On n'a pas défini, Daniel va le faire tout à l'heure, on n'a pas défini ce que c'était un expert de vécu, ce que c'est un usager-entraîneur, mais ça va venir. Vous allez voir que là, on parle d'usager, mais on glisse vers l'expert de vécu là, tranquillement dans la présentation. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on considère qu'on va nulle part s'il n'y a pas de relation, mais que malheureusement, souvent, on prend pour acquis que ça va se faire tout seul, alors que nous, on défend l'idée qu'au contraire, il faut se former à entrer en relation. On a bien beau dire dans tous les bouquins de travail social que la prise de contact et le développement d'un lien de confiance, c'est important, mais ça ne va pas de soi. Et c'est un peu les constats qu'on fait finalement là, dans les projets pédagogiques qu'on met de l'avant. Le concept sur lequel on s'appuie, en fait, c'est celui de la réduction de la distance. C'est un concept qui a été développé principalement par des collègues suédois. Ce qu'on veut, c'est provoquer la rencontre entre les experts de vécu et... Est-ce que vous me perdez?
des fois, non? Entre les experts de vécu et les étudiants, futurs travailleurs sociaux. Donc, très intéressant. Puis si vous êtes inopportun, M. Bourgeot, ça va aller mal pour vous parce que moi, je vous cite tout à l'heure. Et là, je vais reprendre ce que vous avez dit dans votre citation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas nécessairement à une égalité. C'est pas ce qu'on vise. On vise à réduire la distance entre, pour nous, les experts de vécu et les étudiants, mais entre, peut-être pour vous, les professionnels et les personnes accompagnées ou entre aidants et aidés. Et pour favoriser la réduction de cette distance-là, on essaie de provoquer le plus possible des rencontres entre les personnes parce qu'on considère que c'est la manière, c'est le moyen, en fait, qu'on a trouvé pour être capable, justement, de travailler cette rencontre-là puis de faire en sorte qu'on puisse développer des habiletés relationnelles qui sont essentielles là, à l'exercice du travail social. Donc, comme M. Bourgeot le disait tout à l'heure, on arrive à une relative égalité, mais la réduction de la distance permet justement de réduire les écarts et, évidemment, là, les relations de pouvoir dans la relation d'aide. Est-ce qu'on peut former des futurs travailleurs sociaux à l'exercice de la rencontre? Ça ne se fait pas sans défi. C'est un peu ce qu'on veut soulever là, dans les prochaines minutes. Nous, on a pris l'orientation prioritaire d'impliquer les usagers et les proches dans la formation pour justement favoriser cette rencontre-là. On a mis en place une communauté des savoirs. On travaille à partir du croisement des savoirs. Donc, il y a dans cette communauté-là, c'est un comité en fait, mais des professeurs, des enseignants, des professionnels en exercice, des experts de vécu, des étudiants et toute autre personne intéressée par la chose. Donc, c'est vraiment la mécanique qu'on a mis en place pour s'assurer qu'on continue à travailler de cette manière-là, à croiser les savoirs et donc à reconnaître chacun des savoirs. Donc, je vais laisser Daniel vous expliquer, en fait, un peu le type d'activité qu'on fait, puis en quoi ça consiste, en fait, le rôle d'expert de vécu et d'usager entraîneur. Bon, bonjour. Dans la communauté des savoirs, il y a le développement d'activités des programmes. Donc, on a eu l'école d'été, il y a des activités au cours qui représentent, vu que je suis un des ambassadeurs, un des premiers qui est usager entraîneur, c'est que moi, j'explique un petit peu mon vécu aux étudiants futurs travailleurs sociaux. Et à partir de ce moment-là, premièrement, ça les ouvre un petit peu plus à ce que c'est d'égal à égal. Puis en même temps, je fais de la rétroaction pour leur dire, bon, OK, tu aurais dû te prendre de telle manière, tout ça. Puis on a eu aussi notre école d'été. Puis on essaie d'avoir... Ça va? Oui. On essaie d'avoir, en fait, des opportunités pour favoriser la rencontre, non pas seulement dans une posture où les experts de vécu viennent partager, hein, dans quelque chose qui ressemble un petit peu plus au témoignage ou à la rencontre, à la conférence, mais aussi dans des rôles de formateurs, de rétroaction, comme Daniel vient de le dire, même de rôle d'évaluateur, parce qu'on a certaines activités où les experts de vécu vont aussi se positionner là, en termes d'évaluateurs. Donc, on essaie d'avoir vraiment différents niveaux d'implication. Puis réduire la distance, les étudiants appellent les experts de vécu et les usagers entraîneurs des vraies personnes, comme si toutes les autres personnes n'étaient pas des vraies personnes. Il y a un décalage, on devient moins intéressant comme prof que les personnes qui sont impliquées. Mais moi, ça me plaît de dire ça, puis je pense que Daniel aussi, c'est une expression qu'on aime bien parce que ça démontre un peu qu'on arrive à toucher le réel. Même si on n'est pas parfaitement dans le réel, on arrive quand même à toucher cet exercice-là. Et c'est quelque chose de dire dans un cours, c'est important de co-construire, c'est important l'empowerment, c'est important le pouvoir d'agir, c'est important de respecter les gens, la personne n'est pas uniquement sa difficulté, elle est plus que son problème. Tout ça dans une salle de classe, dans une réunion d'équipe, dans un corridor de bureau, c'est facile. Mais quand on arrive devant la personne, quand nos étudiants se retrouvent à prendre l'autobus, le transport en commun avec des experts avec qui ils ont fait une activité 5 minutes avant, on est confronté pas mal plus solidement à nos préjugés et à des conflits de valeurs que quand on le fait là, de façon très, très théorique. Donc, on implique des vraies personnes pour créer cette passerelle-là entre des enseignements qui sont un peu plus traditionnels et des expériences là, vraiment réelles. Donc, on essaie d'aller solliciter les savoirs expérientiels
pour réduire justement cette distance-là, puis faire tomber un peu là, les barrières. Bon. Quoi de mieux qu'une réelle rencontre pour apprendre à rencontrer, pour apprendre à être? Donc, vous êtes supposé faire « Ah, oui, d'accord, OK. » Voulez-vous que Daniel le répète? Non, ça va aller. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, bien, il y a plein de savoir-faire, mais le savoir-être est un petit peu plus difficile à acquérir. Et c'est un peu le lien là, qu'on peut faire avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que la rencontre, elle n'est pas si innée que ça. Hein? Il y a des choses vraiment à aller travailler pour qu'elle soit efficace dans le bon sens du terme et qu'elle puisse propulser là, vers des changements ou vers l'émancipation des personnes. Je vous écris selon Ricard, le noyau éthique à la rencontre, parce que là, ça a l'air beau, là, notre histoire, ça va bien, c'est le fun, les gens sont impliqués, mais non, c'est pas si évident que ça. Il y a de la résistance. Le petit tableau que vous avez là, à l'écran, c'est des exemples, en fait, de réflexion, de réaction des étudiants par rapport à la rencontre avec ces fameuses vraies personnes-là. Être confronté à ses valeurs, sortir de sa zone de confort. On en a parlé ce matin aussi, sortir de son rôle d'expert. Être confronté aux enjeux de pouvoir. Bref, vous êtes capable de lire le reste, mais la réflexion que je me faisais, c'est que au final, plus instinctivement, les étudiants vont être plutôt une Fanny qu'un Mario de ce matin. Donc, par sécurité, parce qu'on veut une recette, parce que c'est un peu insécurisant d'entrer en relation avec les autres, bien, on peut se positionner là, dans un rôle d'expertise qui n'est pas toujours le meilleur, en fait, là, pour la personne qui est devant soi. Je parle des étudiants. Je vais me permettre de parler que la réaction, la résistance ne se fait pas juste par rapport aux étudiants, elle se fait aussi par rapport à des professionnels, elle se fait aussi par rapport à des collègues, parce qu'évidemment qu'on ne préformate pas ce que Daniel exprime aux étudiants dans le cadre des activités pratiques. Et il y a des choses qui sont en lien avec les enseignements, il y a des choses qui sont un peu différentes des enseignements, donc ça prend quand même minimalement de l'ouverture pour créer cette synergie-là et se dire, pour rebondir un peu encore sur les propos de M. Bourgeault, moi, M. Bourgeault, je l'adore, mes étudiants n'arrêtent pas de travailler sur ces textes, je pense que je connais ces textes par cœur, donc vous allez me permettre. Oui, ben, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas une seule vérité. La lunette qu'on utilise, c'est la nôtre. Puis, le fait de créer des occasions de rencontre avec les étudiants, ça permet justement d'être confronté à cette idée-là, de la voir concrètement, qu'il n'y a pas une seule vérité, il y en a vraiment là, plusieurs. Je soulève des paradoxes. J'espère que ça fera écho pour vous aussi, mais c'est clair pour nous qu'il y a un défi à entrer là, en relation. C'est un risque hein, d'être en relation avec quelqu'un. C'est un beau risque. Ça ouvre beaucoup d'opportunités, mais ça reste quand même un risque important. Donc, ce qu'on voit, c'est oui, le défi d'entrer en relation, mais en même temps, l'importance de garder une distance professionnelle. C'est ce qu'on enseigne aussi, remarquez bien. Confrontation préjugés versus mettre ses préjugés de côté pour être capable de bien écouter, de bien entendre, de bien comprendre. Le besoin de faire tomber les barrières versus se protéger aussi comme professionnel. Le besoin de reconnaissance. Nous, dans le croisement des savoirs, l'enjeu majeur, c'est effectivement de se reconnaître un et l'autre, hein, de reconnaître quand même une valeur à chacun des savoirs versus partager sa vulnérabilité. On parlait, ce matin, Michel et Audrey parlaient du secret. Ça m'amène à réfléchir au dévoilement. Ce dévoilement-là, dans la relation, il se fait de manière uniquement unidirectionnelle. Donc, c'est la personne dite aidée qui se dévoile. L'intervenant, c'est relativement mal vu de se dévoiler. Hein, c'est dangereux de se dévoiler. Il y a un risque à se dévoiler. Donc, ça vient vraiment là, de façon très unidirectionnelle. Le partage de sa vulnérabilité, ça peut devenir aussi confrontant. Puis, évidemment, le clivage du « eux » et du « nous », on en a parlé aussi ce matin, mais on est tous des humains. On veut se rappeler qu'on est tous des humains, mais en quelque part, on a quand même cette lunette-là de « oui, on est tous des humains, mais il y a nous et il y a eux ». Et il reste cette barrière-là. Fait que nous, c'est cet espace-là qu'on essaie de diminuer pour atteindre l'aspect plus relationnel, plus humain là, dans la relation là, entre étudiants et experts de vécu. Je vais trop vite pour mon PowerPoint, fait que bon, j'y arrive.
Ça nous amène à parler de la posture, en fait. Quelle bonne posture pour la relation avec l'autre. On a choisi de parler plutôt d'émancipation que d'autodétermination parce que Nicolas, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, nous relatait une expérience où il se disait, bien, on m'a protégé, puis c'était correct, puis c'était ça que je voulais aussi. Donc, l'autodétermination, on a souvent tendance à l'associer à la personne qui décide pour elle-même dans cet esprit-là d'émancipation, mais quelqu'un peut aussi être autodéterminé dans une perspective, dans une approche d'intervention qui va être plutôt de type là, protection. Donc, on s'est dit, il y a peut-être le continuum plutôt émancipation-protection. Donc, rapidement, entrer en relation pour comprendre pour adopter une juste posture, puis être en mesure d'exercer son jugement professionnel et justement d'être capable de se positionner au bon endroit, finalement, entre l'émancipation et la protection. C'est là qu'arrive la citation de M. Bourgeault. Donc, l'expert définit et redéfinit pour les autres, à la place des autres tenus à l'écart, les situations, les besoins et les aspirations sans reconnaître lucidement que les problèmes sont alors posés par lui. En fait, c'est exactement ce qu'on ne souhaite pas que les étudiants fassent, qu'ils aient une ouverture plus grande pour aller au-delà de cette position-là. Je vais aller vite pour laisser la parole à Daniel. Donc, quel espace de prise de risque, quel besoin réel de protection, à quel besoin on répond? Bref, ça donne quoi finalement la rencontre entre les experts de vécu et les étudiants? Comment on arrive à réfléchir cette idée-là d'émancipation ou de protection? OK. Je suis plus que mes difficultés. Je suis pas une étiquette. J'ai besoin d'espace créatif. J'ai besoin de liberté. Je dois parfois être encadré. Puis je peux avoir une diagnostic. Puis écoutez-moi, je vous le dirai. On sait très bien, on l'a vu ce matin avec le forum discussion, avec les interventions théâtrales, pardon, que c'est plus fin que ce qu'on a vu. On a un peu caricaturé en disant « ouais, on n'aime pas, c'est moi qui disais que j'aimais pas Fanny. On aime mieux Mario », mais en même temps, on sait très bien que l'intervention, c'est d'une très, très grande complexité. Mais revenir à cette idée-là de la relation, ça permet justement, tu sais, quand Daniel dit « écoute, je te le dirai », c'est un peu ça. C'est est-ce qu'on peut saisir les occasions pour provoquer cette rencontre-là, entrer en relation avec les gens et par la suite être en mesure d'exercer notre jugement professionnel et déterminer ce qui sera le mieux, mais dans un processus qui va être co-construit, qui ne sera pas d'arriver justement avec des jugements ou, comme Daniel l'a dit, des étiquettes qui vont orienter le cours des choses. Hein, tantôt, M. Bourgeault disait, oui, mais les toxicomanes ou les itinérants, il n'y a pas une personne pareille. C'est comme si on disait, oui, mais les professionnels, oui, mais les travailleurs sociaux. Trouvez-moi 2 travailleurs sociaux identiques. Bon défi, là, c'est large comme ça, le travail social, c'est épouvantable. Bien, c'est épouvantable de beauté, vous allez me dire, mais c'est quand même épouvantable. Donc, bref, c'est un peu le même principe, et c'est ce qu'on essaie de faire, de démystifier, en fait, par la rencontre, par la relation, ces éléments de réflexion-là. En conclusion? OK. Qu'est-ce que ça donne pour les experts? Ça donne, premièrement, le pouvoir d'agir, le pouvoir de se prendre en main. Puis en même temps, bien, c'est une écoute par rapport aux travailleurs sociaux, même avec les étudiants, d'échange à échange, là, d'égal à égal. Donc, de réduire la distance, puis de conscientiser, en fait. Là, on n'a pas fait l'exercice parce que je pense que ça contribue à la formation des étudiants. Mais par modeling, ça contribue aussi, tu sais, la réaction des experts, la façon de s'engager dans la formation. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du discours avec les étudiants, mais il y a quelque chose qui se passe aussi de l'ordre de l'action, du vécu réel en relation avec eux. C'est ça, ça a un ordre quasiment thérapeutique. Donc, on travaille à 2 niveaux. On bonifie la formation, puis on travaille à l'émancipation, puis au développement du pouvoir d'agir des personnes. Voilà. Je pense que notre temps est écoulé. Oui. Oui, bon.